Alors, je vous parle donc aujourd'hui essentiellement, on va rappeler c'est quoi la mission du BAP, évidemment, son fonctionnement. On va parler surtout, tantôt ça a été abordé pour ceux qui étaient ici, là, les changements réglementaires récents, à quel point ça peut avoir impacté, dans notre cas, les processus d'évaluation et de participation publique. Et aussi, je vais vous parler de nos défis en tant qu'organisation et comment on essaie d'adresser ces questions-là pour s'adapter aux réalités de 2020. Donc, on va avoir j'ai divisé ma présentation en 4 parties. Donc, la mission, ensuite la procédure d'évaluation environnementale. Vous expliquer un peu comment, évidemment, vous la connaissez, mais où se situe le BAP? Il y a beaucoup de confusion sur la place du BAP dans cette procédure-là. Il y a beaucoup d'amalgame qui est fait. Donc, je pense que c'est important de repréciser ces choses-là pour que les gens comprennent bien les parts de responsabilité et d'autorité de chacun. Ensuite, on va justement parler de la nouvelle loi sur la qualité d'environnement en termes de participation publique et finalement, défis et innovation. Donc, le premier point, donc la mission. Je vous mets ici une citation qui était faite et qu'on utilise très, très souvent du premier ministre de l'Environnement québécois, M. Marcel Léger, qui en 78, donc au moment où le BAP a été créé, au moment aussi où la procédure d'évaluation environnementale a été adoptée, tenait à souligner l'importance de l'apport citoyen dans le processus de décision gouvernementale sur les grands projets, en reconnaissant la valeur de la contribution du savoir du milieu. Et c'est, pour ceux qui connaissent bien, parce qu'évidemment, le thème de la conférence, c'est le développement durable, ceux qui connaissent bien les principes de développement durable, là, ceux-là, c'est vraiment la participation publique, la place des gens dans la contribution aux décisions gouvernementales. Et donc, dès ce moment-là, donc il y a 40 ans, déjà, nous, au Québec, on avait choisi de placer ce principe-là de développement durable au cœur du processus de décision sur les grands projets. Il faut reconnaître que c'était déjà une pierre angulaire très, très importante pour la suite des choses. La mission du BAP, ça se décline en 4 grands thèmes, je dirais 4 grands piliers qui sont tous indispensables et dans une séquence aussi. La séquence est importante. Donc, la première partie de la mission du BAP, c'est d'informer, de s'assurer que pour prendre une décision, les gens, lorsqu'ils contribuent à l'éclairage, ont en leurs mains l'ensemble de l'information disponible. La deuxième étape, c'est la consultation. Donc, c'est les parties où on entend les citoyens, les acteurs du milieu amener leur contribution au débat grâce à des suggestions, des propositions, des opinions. Ensuite, on ajoute la partie enquête. Donc, c'est l'équipe de la commission, les analystes, les commissaires qui, en s'appuyant évidemment sur les préoccupations citoyennes, les choses qui ont été exprimées sur l'ensemble de la documentation, vont faire une analyse du dossier. Et finalement, le dernier pilier, c'est l'avis qui est donné au gouvernement du Québec en vue qu'il prenne une décision qui soit le plus appuyée sur les principes du développement durable, sur l'ensemble de la documentation et évidemment sur la contribution des citoyens. Je vous parle ici des conditions de succès. Je pense que c'est important. Le BAP, c'est une organisation dont on a voulu un peu partout à travers le monde beaucoup copier, mais jamais égaler. Pourquoi? Parce que souvent, il manque une de ces 5 conditions essentielles-là. Et ça serait la même chose pour nous. S'il en manquait une, probablement que le BAP n'aurait pas la crédibilité, la notoriété, le pouvoir d'influence qu'il a aujourd'hui. Peut-être même qu'il n'existerait plus. Ces 5 conditions-là sont fondamentales et c'est une chance que les gens qui ont bâti l'organisation ont tenu à les mettre en place dès le départ et que tous ceux qui ont suivi dans l'organisation ensuite se sont assurés de veiller à ce qu'ils soient préservés. J'en ai parlé tantôt, l'impartialité et l'indépendance, c'est évidemment pour une organisation qui est aviseur, conseiller, donc son pouvoir d'influence est intimement lié à sa crédibilité, à son indépendance. Donc forcément, ces choses-là sont indissociables. Informer avant de consulter, vous voyez souvent comme moi, puis si vous avez moindrement suivi des conseils en acceptabilité sociale,
consulter, c'est une chose, mais consulter des gens qui n'ont pas l'information, ça devient un débat d'opinion. Puis ça, on y en a à la tonne dans les médias, sur les réseaux sociaux. Ça a son utilité, ça permet, des débats, des dialogues, mais la réalité, c'est que si on veut vraiment s'appuyer sur savoir, si on veut aller chercher des propositions constructives, si on veut faire avancer le débat, il faut qu'on construise sur une information qui est bonne, qui est complète. Bref, et pour nous, quand je vous disais qu'il y a une séquence, c'est qu'il faut d'abord l'information avant de demander l'avis des gens. Et ça, c'est dans la séquence, c'est très important. Nos audiences se déroulent en 2 parties. La première partie, c'est l'information parce qu'on veut s'assurer que les gens qui vont venir s'exprimer ensuite vont s'appuyer sur cette information-là. Pouvoir d'enquête et l'immunité des commissaires, c'est à peu près, quand je vous disais que ceux qui ont voulu nous copier, qui n'ont pas réussi, celle-là est assez difficile à obtenir. Donc, le fait que dès le départ, le bureau a pu compter sur ce pouvoir d'enquête-là, l'immunité des commissaires, ça fait en sorte qu'on peut réussir le point 2 comme il faut. C'est-à-dire que si on n'avait pas ça, probablement qu'on se retrouverait avec des audiences où on n'aurait pas toute l'information parce que des gens diraient moi je te le remets pas ou moi je viens pas ou ça m'intéresse pas de répondre à ta question. Alors que nous, on peut dire vous devez répondre à la question, vous devez déposer ce document-là. On en a besoin pour avoir une opinion éclairée. Le gouvernement a besoin de ça s'il veut prendre une bonne décision. Très rarement, je pense, ça n'a jamais été utilisé. Mais juste le fait de l'avoir, ça suffit pour dire, vous devez nous fournir l'information. Le respect, la reconnaissance, ça c'est important en termes de participation publique. Donc, tout le décorum qui se tient dans nos audiences, la façon dont les audiences se déroulent, assure que les gens ne sont pas intimidés à prendre la parole. Ils sont même accompagnés. Les commissaires jouent un rôle important pour s'assurer que les gens sont à l'aise, pour qu'on comprenne bien la question, s'assure que c'est bien le point qu'ils veulent apporter. Donc, ce respect-là qui est donné pour s'assurer que les gens se sentent à l'aise de participer est fondamental. La reconnaissance aussi de la contribution. Participer à une audience dans un processus non décisionnel, ça peut être moins tentant si on a l'impression que ça donne pas grand-chose. Donc, minimalement, quand le rapport du BAP rend un témoignage de la contribution de chacun à travers le chapitre 2, c'est une façon d'au moins reconnaître que les gens sont venus, on les a écoutés, on les a entendus. On va pas jusqu'à dire si ça a eu un impact ou quoi que ce soit sur l'avis ou la recommandation, mais par contre, on remet à travers notre rapport une contribution à la participation. Et finalement, l'analyse scientifique rigoureuse, qui est le fondement, évidemment, de toute notre enquête, qui est basée sur une procédure, une stratégie d'analyse qui s'appuie sur de la documentation, sur des faits et non pas sur des idéologies ou des opinions. Ça a toute son importance, évidemment. Même aujourd'hui, on en parle beaucoup. Rôle du BAP, le développement durable, j'en ai parlé tantôt. Évidemment, c'est au cœur de notre mission depuis le tout début parce que le citoyen était présent. Donc déjà, on répondait à un des principes, mais aussi parce que dès le départ, la première commission du BAP a reconnu comme définition de l'environnement une définition englobante qui incluait les aspects sociaux, les aspects économiques et les aspects écologiques. Et donc, dès le départ, dès les premiers mandats du BAP en 1980, l'approche d'analyse du BAP était centrée sur une vision globale qui intégrait ces 3 dimensions-là. Et évidemment, au fil du temps, en particulier lors de l'adoption de la loi sur le développement durable, on est venu même systématiser cette approche d'intégration du développement durable à travers des grilles qui incluaient l'analyse ou la prise en compte des 16 principes de développement durable dans la loi. Donc, ça, je pense que c'est quand même important qu'on se le dise et surtout de reconnaître que tout ça originait 20 ans, 15 ans avant que le terme soit nécessairement popularisé pour ceux qui ont suivi l'histoire du développement durable et de la commission Brundtland, par exemple. Deuxième point donc de la conférence, la procédure d'évaluation. Préciser d'abord que la juridiction du BAP ne s'applique uniquement au sud de la province, donc dans le territoire bleu foncé. Au nord de ce territoire-là, le BAP n'a pas juridiction. Ce sont d'autres procédures d'évaluation environnementale et de participation publique qui s'appliquent, qui sont à ce moment-là
sont coordonnés par d'autres organisations qui sont le COVMEV et le COMEX. Je ne traiterai pas de ça, mais c'est juste quand même, c'est important de le savoir. Évidemment, si vous avez des projets qui concernent, qui se trouvent sur les territoires du Nord, ben le BAP n'est pas impliqué, sauf exceptionnellement lorsqu'il y a des audiences génériques. Le cadre légal des mandats, donc essentiellement, c'est la loi sur la qualité de l'environnement. Une des raisons, quand je vous parlais d'indépendance, un des facteurs importants de l'indépendance, c'est la non-discrétion du processus de consultation du BAP. C'est lié à la loi. C'est la loi qui détermine si le BAP va faire son travail ou pas. Et donc, c'est pas la discrétion du ministre ou de qui que ce soit de dire ce projet-là n'est pas assujetti ou pas. Donc, ça garantit une indépendance de l'organisation par rapport aux décisions politiques. Donc, c'est la loi sur la qualité de l'environnement. 90% des mandats qui sont soumis au BAP le sont en vertu de l'article 31.3.5 et donc le fameux règlement sur la procédure d'évaluation qui détermine le type de projet assujetti et les seuils que les projets doivent rencontrer pour être assujettis. Les exemples de projets, donc que le BAP peut étudier les routes, les ponts, centrales, lignes et postes électriques, projets évidemment d'éoliennes, de gazoducs, d'oléoducs, gestion des matières résiduelles. Là, ici, on parle des lieux d'enfouissement essentiellement. On ne parle pas de la consigne, par exemple. Barrage et digues, industrie, dragage et creusage dans un cours d'eau. Donc, comme je vous dis, ça, c'est 90% des projets, les mandats qui sont confiés au BAP le sont en vertu de cet article-là et donc concernent essentiellement les secteurs dont je vous ai parlé. Il arrive quelquefois que le ministre va utiliser l'article 6.3 pour demander au BAP d'étudier une question plus générale. On va parler moi, je résume ça en disant que c'est souvent des questions sensibles, questions nouvelles, questions complexes, questions qu'on a besoin de réfléchir en amont, qui font souvent avant qu'une politique publique ne soit adoptée, ben c'est un exercice qui permet de faire le tour d'une question importante. Voici quelques exemples de mandats qu'on appelle génériques, là, mais qui sont donnés en vertu de l'article 6.3, la gestion des déchets au milieu des années 90, la santé des forêts, l'eau au début des années 2000, donc la grande commission sur l'eau, la production porcine qui est en 2003, les gaz de schiste, il y en a eu 2 en fait, et la filière uranifère. Puis en ce moment, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a aussi une audience sur l'amiante, donc un autre cas d'enjeu. C'est le bel exemple de cas sensibles, complexes, qui méritent des fois un pas de recul parce que les gens sont un peu engagés. Et ça permet de dresser un portrait un peu plus global et de se lever un peu au-dessus de la mêlée. Je ne sais pas si je peux revenir rapidement. Éventuellement, lorsque le règlement d'application de l'article 95.13 sera en vigueur, il se pourrait que le BAP se voit confier des mandats de consultation dans le cadre d'évaluation environnementale stratégique. Mais comme je vous dis, c'est pas encore adopté, donc c'est à venir. Il y a la loi sur la conservation du patrimoine naturel qui prévoit de confier quelquefois des mandats de consultation du public au BAP. C'est arrivé récemment avec des projets d'aires protégées en Mauricie. Donc, ça concerne essentiellement là, des aires protégées qui sont mis en réserve, mais que là, il y a une étape obligatoire de consultation du public avant que le statut de protection permanent soit adopté. Évidemment, comme je disais, la loi sur le développement durable, la loi sur les commissions d'enquête, ce sont des éléments du cadre légal qui, évidemment, concernent l'ensemble de nos travaux. Ça, c'est une acétate importante que je voulais vous montrer parce que quand je vous disais qu'il y a souvent de la confusion entre le rôle du BAP et celui de l'ensemble de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts, cette figure-là le représente assez bien. Le rôle du BAP se situe uniquement dans le cercle rouge, la partie vers la fin. Toutes les procédures en amont concernent essentiellement le ministère de l'Environnement. C'est lui qui est l'acteur clé et l'intervenant avec l'initiateur dans ce processus-là, à partir du dépôt de l'avis de projet, la directive, l'étude d'impact, etc., toutes les autres étapes de recevabilité, jusqu'au moment où, dans certains cas, donc c'est même pas obligatoire,
c'est pas tous les projets qui suivent cette procédure-là qui vont nécessairement aboutir à un examen par le bac. Mais si c'est le cas, donc ça va concerner seulement une période d'environ 2 à 4 mois, on le verra. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de confusion malgré ça je dirais dans l'opinion publique, les médias, certains décideurs là, qui vont mélanger ces procédures-là, qui vont dire récemment, le maire de Québec dit pas un long BAP, je voudrais un petit BAP. Tu sais, c'est comme c'est une grosse confusion, mais je donne son exemple parce qu'il est coloré, le personnage, mais c'est pas le seul là, qui vont parler de ce genre de choses-là où il y a des citoyens qui vont dire on veut un BAP puis en réalité, c'est ce qu'ils veulent, c'est que le projet soit assujetti à la procédure. Donc, ça a été le cas, par exemple, dans le cas d'un projet de mine en Abitibi, là, où les gens disaient on veut un BAP, mais en réalité, la question était à savoir est-ce que le projet est soumis à la procédure ou non. Donc, la confusion vient autant des initiateurs que des décideurs que même des citoyens qui veulent s'engager dans une procédure comme celle-là. Ça, c'est une acétate que je voulais vous montrer, qui est quand même importante. Je sais qu'il y a évidemment des représentants d'initiateurs de projets ou des gens qui les accompagnent ici. Et c'est vrai qu'il y a comme un sentiment des fois on veut éviter d'aller au BAP parce que c'est mauvais, puis etc. On veut pas passer au BAT, on dit souvent cette expression-là, et plutôt que de passer au BAP. Mais je pense que le message que je veux dire, puis c'est de dire, si vous y allez, allez-y la tête haute. T'sais, faites-le parce que vous avez des choses à gagner. C'est une tribune incroyable pour vendre votre projet, en parler, avoir le direct, là, pas à travers les médias, puis pas à travers toutes sortes de canaux. Là, c'est vous qui êtes... On vous offre cette tribune-là pour présenter, vous êtes exposé. Donc, il y a toute une question d'attitude sur comment on va là. Puis, je veux dire, la commission, elle, n'est pas en faveur ni de l'initiateur, ni des citoyens, ni des personnes, quoi que ce soit, est neutre. Comme je vous dis, elle est impartiale. Mais elle offre à chacun cette équité-là de procédure pour faire en sorte qu'on ne juge personne, mais que tout le monde a l'occasion de faire valoir son point. Et je pense que c'est fondamental d'avoir cette vision-là. Puis pour avoir parlé, je donnais une conférence là 6-7 mois avec la Fédération des chambres de commerce, puis beaucoup d'initiateurs de projets. Puis lorsque j'ai dit ça, il y en a un qui a témoigné à quel point, effectivement, lui, il avait vécu l'expérience, puis il s'était fait dire d'avoir cette attitude-là, puis il trouvait qu'il en était ressorti gagnant. Bref, c'est un peu le message que je voulais vous donner aujourd'hui en particulier. Les personnes ressources, je voulais aussi mentionner leur rôle important. On ne le reconnaît pas souvent, c'est peut-être pas bien perçu. Les personnes ressources, c'est des représentants des ministères, des organismes, des communautés, des fois les élus municipaux, la municipalité, les MRC. Le BAP fait appel à eux lors des audiences pour qu'ils viennent répondre aux questions des citoyens et de la commission. Donc, ces gens-là ont aussi un rôle important, très, très important. Nous, on essaie de plus en plus de jouer un rôle d'accompagnateur auprès de ces gens-là pour qu'ils viennent amener l'information, pour alimenter positivement aussi le débat, éviter les mauvaises perceptions ou quoi que ce soit. Donc, eux aussi ont un rôle important à jouer. Évidemment, dans d'autres conférences que je donne, je parle du rôle des citoyens puis de la commission, mais là, pour l'instant, je voulais juste vous parler de ces deux secteurs-là. Donc, on en arrive au troisième sujet. Quelques éléments importants à savoir qui originent des modifications législatives pour la participation publique. Audience sans requérant. Qu'est-ce que c'est? C'est que, originalement, dans le fond, pour que le BAP se voit confier un mandat, il fallait évidemment qu'on soit rendu à l'étape où l'étude d'impact est jugée recevable, mais il fallait qu'il y ait des requérants, qu'il y ait des citoyens qui disent, ben moi, je voudrais une audience publique. Ça se faisait pendant une période d'1 mois. Et ça arrivait de plus en plus que c'était le promoteur lui-même qui faisait la requête. Des promoteurs qui justement se disaient, ben moi, je veux pas trop perdre de temps dans ce mois-là. C'était un peu l'objectif, mais en même temps, c'était des promoteurs qui jugeaient qu'ils voulaient y aller au BAP, fait que ils voulaient pas attendre après les citoyens. Bref, quand on a fait la réforme de la loi, pour sauver ce mois-là de façon peut-être plus formelle, le ministre a maintenant le pouvoir de confier le mandat au BAP sans attendre qu'il y ait des requérants, s'il juge que ça devient à peu près inévitable. La réalité, c'est que c'est de plus en plus fréquent. On a beaucoup de mandats qui nous sont confiés sans qu'il y ait de requérants. Et pour nous, c'est une adaptation parce que là, avant, on se fiait aux requêtes pour savoir c'est quoi les enjeux. Maintenant, on n'a pas ces choses-là. Donc, il faut travailler différemment. Mais je vais vous parler d'une petite
petit projet pilote qu'on fait en ce moment pour compenser cette nouvelle réalité-là qui a un certain impact là, sur le déroulement des audiences. Évaluation environnementale non assujettie, donc ça j'en parlais tantôt avec le cas qui a été très médiatisé en Abitibi d'un projet minier pour lequel il y avait une très très forte opposition. Donc la loi permet maintenant, tantôt pour ceux qui étaient dans la conférence avant, là, on a parlé de ce même genre de pouvoir qui existe aussi au fédéral. Donc même si le projet n'est pas soit qui n'est pas dans l'annexe du règlement, soit que les seuils sont pas le placent pas nécessairement comme étant assujettis, le ministre il utilise 3 motifs pour pouvoir faire en sorte d'obliger l'initiateur à se conformer à l'évaluation environnementale. C'est soit les changements climatiques, soit une nouvelle technologie, ou le troisième, c'est vraiment effectivement je ne veux pas employer le terme opposition, mais le fait que dans le milieu, là, il y a beaucoup de préoccupations qui est soulevée par les citoyens. C'est même pas le terme acceptabilité sociale qui est mis dans la loi, c'est normal, mais je me rappelle plus des termes exacts, là, mais ça vous donne une idée. Là, si jamais il y a beaucoup, les gens sont très, très préoccupés, le ministre peut utiliser cet argument-là pour assujettir un projet qui ne l'est pas. Donc, ça ne s'est pas produit encore malgré le tapage qu'il y a eu autour de ce projet-là. Là, le ministre n'a toujours pas utilisé ce pouvoir-là qui lui est donné. Je pense que c'est sage aussi, il faut l'utiliser avec beaucoup, beaucoup de prudence parce que ça pourrait créer toutes sortes de problèmes au niveau de ce qu'on appelle de votre côté ou le côté des initiateurs, la prévisibilité. Évidemment, quand tu t'attends à ne pas être assujetti, puis tout à coup, parce qu'il arrive quelque chose, tu l'es, c'est pas quelque chose qui est souhaitable en termes de réglementation. Finalement, la procédure de sélection des membres, c'est une nouveauté. Donc, depuis 2017, dans la loi, on prévoit un processus de sélection des membres, du président, du vice-président ou la vice-présidente et des membres et commissaires. Il y a quand même, ça reste quand même à la fin le ministre qui prend la décision de nommer les membres, mais il y a un processus maintenant qui, avec évidemment des critères de sélection, un comité aussi d'évaluation et de recommandation, permet de donner un peu plus de rigueur à ce processus-là. Et le dernier point particulier, ça c'est un peu un cadeau de grec que le BAP a reçu, dans la mesure où maintenant, il y a comme 3 types de mandats que le ministre peut nous donner, soit une consultation publique classique de 4 mois, soit une consultation ciblée, 3 mois, ou une médiation, 2 mois. On va voir les détails juste après, mais la réalité, c'est qu'il nous demande à nous de lui suggérer lequel de ces 3 processus-là il devrait nous donner. Bref, là, ça rajoute un peu mais on l'a expérimenté à date. À date, il a écouté nos avis. Il faut dire que c'était assez tranché. Quand c'est assez facile, ça devient presque intuitif. Puis de toute façon, il n'y aurait peut-être même pas eu besoin de nous demander notre avis, mais la loi le prévoit comme ça. Bref, on verra à l'usure à quel point cette disposition-là est utile ou pas, mais la réalité, c'est que là, nous, ça nous rajoute une petite dimension qui est des fois un peu embarrassante là, par rapport à notre indépendance puis à comment on gère les choses après coup. Justement, les 3 distinctions principales entre pas les 3 distinctions, mais les distinctions par rapport aux 3 types de mandats. Donc, l'audience publique, c'est la classique, 4 mois avec 2 parties. Une première partie où on informe les gens, une deuxième partie où les gens déposent des mémoires. Dans le cas de la consultation ciblée, c'est 1 mois de moins et une seule partie. Donc là, il y a une espèce d'amalgame entre la partie information, question et la partie prise de position, mémoire. Et finalement, la médiation, c'est quelque chose qui existait déjà au BAP, mais qui n'était pas encadré de façon claire dans la loi. C'était un artifice que le ministre utilisait avec l'article 6.3 pour confier un mandat de médiation au BAP. Il y en a eu plusieurs et ça a été vraiment un succès. Donc, on a voulu... lorsque le gouvernement a changé la loi, a voulu, encadrer mieux cette procédure-là pour la formaliser. Donc, grosso modo, quand nous, on reçoit des requêtes, s'il y en a beaucoup, on va avoir tendance à dire on va en audience publique. Puis s'il y en a seulement une, on peut déjà imaginer que c'est plus logique d'aller vers une médiation, tout dépendamment de ce qu'elle contient. Parce que si les gens remettent en question le projet, la justification du projet, ça peut pas être une médiation. La médiation,
l'évaluation va s'appliquer lorsqu'on est plus dans une situation où on cherche des compromis, changer un paramètre du projet, la disposition qui touche moins un milieu humide, ou qui touche moins au paysage. Mais lorsqu'on touche la justification, évidemment, ça devient presque automatique qu'il y a une audience publique. Et c'est plus la question du nombre d'enjeux qui va venir jouer un rôle pour savoir si on va à la consultation ciblée. S'il y a peu d'enjeux, s'ils sont relativement circonscrits, on peut recommander au ministre de confier un mandat d'audience ciblée. C'est pas arrivé encore au BAP. Nouvelles dispositions législatives pour le citoyen. Rapidement, évidemment, ça, c'est des grandes avancées pour la participation publique. D'abord, le registre d'évaluation environnementale qui permet aux citoyens d'avoir un accès à l'ensemble de l'information dès le début. Dès que l'avis de projet de l'initiateur est déposé, les gens peuvent d'abord savoir qu'il y a un avis de projet qui est déposé, qu'est-ce qu'il contient, aller voir c'est quoi la directive, où est-ce qu'il est rendu le projet dans les étapes. Donc, ça facilite beaucoup le rôle citoyen. On a ajouté une étape de consultation en amont. Donc, on reproche souvent au BAP d'arriver trop tard dans le processus de participation publique. Donc, dans la réforme de la loi, on a voulu permettre aux citoyens de jouer un rôle en amont, comme ça se fait au fédéral, dans le fond, depuis tout le temps. Donc, les citoyens peuvent intervenir au moment où on définit la directive de l'étude d'impact. Et finalement, l'évaluation environnementale stratégique, c'est quand même un gain important pour les citoyens, mais comme je le disais tantôt, malheureusement, le règlement d'application n'est pas en vigueur. Dernier point, rapidement, c'est quoi nos défis et les innovations qu'on a mis en œuvre pour tenter de les adresser. D'abord, on souhaite diversifier les modes d'information et de participation pour s'adapter donc au mode de communication, disons, au mode de vie contemporain où les gens sont beaucoup sur des écrans, ils se déplacent moins, le numérique permet toutes sortes de choses, les jeunes sont moins attirés par les structures un peu trop formelles. Bref, il fallait répondre à ce besoin-là pour essayer de maintenir une meilleure participation et une meilleure diversité de la participation. Donc ça, c'est un des défis. L'autre, mieux véhiculer le rôle, la mission d'organisation. Comme je vous disais tantôt, il y a malheureusement beaucoup de mythes ou d'erreurs qui sont colporter un peu sur le BAP, sur ce qu'il fait vraiment, est-ce qu'il est décisionnel ou aviseur, j'en ai pas parlé, mais ça revient souvent. Le BAP a décidé que le projet était pas bon ou dit non au projet. Bref, si le BAP dit pas non à des projets, il recommande au ministre de prendre une décision. Donc, c'est quand même des choses importantes qu'il faut le clarifier. On a été assez étonnés, on a fait faire une analyse de notoriété par une firme de sondage et on a appris que seulement 3% de la population, donc notre taux de notoriété non assisté, là, c'est 3%. Donc, il y a 3 personnes sur 100 qui savent c'est quoi le BAP sans évidemment, on le nomme. Là. Donc, on leur dit, connaissez-vous une organisation qui s'occupe de participation publique au Québec et d'évaluation environnementale? 3 sur 100 vont dire, ben oui, le BAP. Ça nous a un peu shaké parce que, bien évidemment, on est dans des chambres d'écho. Hein. Tout le monde qu'on connaît, tout le monde ne connaît ça, mais en réalité, c'est quand on sort de notre chambre d'écho, les gens connaissent moins ça. C'est normal. Donc, évidemment, on veut travailler à ça. La bonne nouvelle, c'est que la notoriété assistée est de 35%, donc le tiers. Donc, ça, c'est au moins le brand BAP, il y a une résonance, ça, c'est sûr. Puis, c'est intéressant. Puis, c'est pour ça c'est un avantage, là, parce que le Bureau d'audience publique sur l'environnement, puis BAP, déjà, je pense que c'est pas la même notoriété non plus. Le BAP a quand même un brand intéressant. On va être reconnu pour notre expertise dans le domaine de la participation publique, évidemment, mais aussi le développement durable. On joue beaucoup avec des partenaires gouvernementaux. On partage notre expertise dans ces secteurs-là. Puis, c'est enrichissant parce que pour notre personnel, de rendre disponible leur savoir qu'ils accumulent dans ces domaines-là, c'est vraiment intéressant. Puis, ça permet aussi d'augmenter notre notoriété en dehors de notre sphère. Et finalement, ça, c'est une condition toujours présente. Donc, la vigilance en matière d'éthique et de déontologie, comme je vous disais tantôt, le moindre faille de ce côté-là, ça prime notre crédibilité, notre pouvoir d'influence et comme c'est une condition essentielle à la qualité de notre mission, à la réalisation de notre mission, c'est fondamental d'être très, très vigilant là-dessus.
quelques réalisations qu'on a fait pour faire face à des défis-là. Donc, on a mis en place une page Facebook. Je vous dirais que une fois par mois, on a des discussions assez houleuses avec des gens qui ont encore beaucoup de mal à tolérer ce qui se passe là sur le BAP, puis c'est difficile. On essaie de faire séparer les choses. C'est une page corporative, c'est pas une page de commission, c'est sûr. Mais bref, c'est ça, puis c'est difficile. Mais en même temps, c'est un incontournable, c'est un outil puissant pour rejoindre les gens. Donc, ça apporte beaucoup de bénéfices. Le site web a été remis à jour aussi pour favoriser, le parcours pour le citoyen qui recherche l'information. On a testé une plateforme numérique pour favoriser une approche de participation, de contribution en ligne. Ça n'a pas été un super succès, mais en même temps, c'était un premier pas vers probablement d'autres essais qu'on va faire pour essayer de trouver le bon outil qui va venir complémenter nos travaux. On fait des séances de briefage technique maintenant pour les médias, donc avant les audiences, pour leur expliquer comme il faut, c'est pourquoi on débarque chez eux, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi notre mandat, c'est quoi notre mission. Donc, on ne parle pas du projet, on n'est pas là pour parler des enjeux ou quoi que ce soit, mais vraiment pour parler de notre organisation et en espérant que ça va susciter une meilleure participation. Et aussi, on fait, j'en parlais tantôt, des rencontres préparatoires publiques. Maintenant qu'on tient des audiences sans qu'il y ait eu de requérants, ben on n'a pas l'occasion de s'adresser aux citoyens pour les préparer, eux, à venir participer aux audiences. Lorsque le BAP fait un mandat, il tient une rencontre avec l'initiateur de projet pour bien le préparer, une rencontre avec les personnes ressources pour bien les préparer. Ben ça, c'est la rencontre pour le public, pour bien les préparer, à quoi s'attendre, comment bien participer, c'est quoi s'attendre. On a fait un test pilote récemment dans un projet. Puis, de notre côté, en tout cas, les commentaires sont très, très positifs. Donc, j'ai hâte de voir assurément qu'à la fin, une fois que le projet sera complètement terminé, on fera le tour des personnes ressources, de l'initiateur aussi, à savoir comment il a perçu cette démarche-là, qui est un peu à l'essai, mais positif. Je pense qu'à la fin, on espère que ça sera positif et qu'on puisse la répliquer dans d'autres dossiers. Finalement, on a fait des partenariats avec plusieurs organisations pour aller chercher des segments de la population qu'on rejoint moins. Les jeunes, les femmes, les communautés culturelles. Donc ça, on essaie de mieux comprendre comment mieux rejoindre ces gens-là. On essaie aussi de bâtir sur eux leur capacité de réseautage pour rejoindre ces clientèles-là, pour s'assurer qu'ils reçoivent notre information lorsqu'on tient les audiences, qu'ils se sentent interpellés et qu'ils voient l'utilité de participer. Puis aussi, on travaille sur un projet de recherche avec l'Université Laval pour mesurer tout ça, parce que pour l'instant, on est beaucoup dans l'intuitif. On sait un peu c'est qui notre clientèle, le genre de personnes qui participent, mais moi, c'est basé sur des perceptions. On aimerait ça documenter ça avec quelque chose de plus crédible au niveau qui va nous aider ensuite à mesurer l'impact positif ou négatif qu'auront eu nos mesures d'amélioration. Fait que voilà, ça termine ma présentation. Merci.